Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons procéder à la correction des exercices supplémentaires qui sont en lien avec la loi d'Ohm, soit le chapitre 5. Et si vous regardez les exercices, bon, ça débute avec les circuits électriques et la loi d'Ohm. Donc, si on prend l'exercice actuel, qu'on a le premier numéro, on nous demande bon, indique le ou les circuits où l'ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant qui circule dans la résistance 2. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est où se trouve la résistance 2, puis comment se branche un ampèremètre. L'ampèremètre, il faut se rappeler que l'ampèremètre doit se brancher en série avec le circuit parce qu'il mesure l'intensité du courant. Il mesure le nombre, les électrons qui se trouvent à passer, le nombre de coulombs d'électrons qui se trouvent à passer au travers du circuit. Pour ce faire, il doit être à l'intérieur de la boucle. Donc, première chose qu'on doit voir, c'est que pour le numéro A, c'est sûr que ça ne peut pas être ça parce que le branchement est en parallèle. On se rappelle que pour un branchement en parallèle, il y a uniquement le voltmètre qu'on peut brancher en parallèle. Donc, ça ne s'applique pas. Dans le numéro B, on voit très bien que l'ampèremètre se situe en série avec le circuit et que le courant qui se trouve à passer par l'ampèremètre se trouve à passer par la résistance R1 et se trouve aussi à passer par la résistance R2 parce que ça se trouve à être un série qui est en série. Donc, la première chose, on aurait pu mettre cet ampèremètre-là à n'importe quel endroit dans ce circuit et ça aurait été valable parce que justement, l'ampèremètre, vu qu'il se branche en série et que je suis dans un système en série, oups, excusez-moi, qu'il peut être n'importe où dans le circuit, il va toujours mesurer le courant qui passe dans la résistance R2 de toute façon. Donc, ce circuit-là, oui, tout à fait valable. Maintenant, si on regarde le circuit C, même principe, si je regarde le circuit C, je me ramasse avec une boucle de courant qui se trouve, j'identifie ici le courant conventionnel, là, évidemment, là, passe du plus au moins, mais je me rends compte qu'il y a seulement un endroit où ce que peut passer le courant. Il passe par la résistance R1 et ensuite va passer par mon ampèremètre pour mesurer le courant de R2. Donc, encore une fois, ce circuit-là va être valable parce que n'importe où dans ce circuit-là que je veux mesurer le courant, ben, l'ampèremètre va mesurer aussi le courant qui passe par la résistance R2. Dans le numéro D maintenant, on voit que l'ampèremètre se trouve encore une fois à être branché en parallèle avec le résistor. Pourquoi que je dis qu'il est en parallèle? Rappelez-vous qu'on sait qu'un circuit qui est en parallèle se trouve à posséder au moins un embranchement. Cet embranchement-là permet au courant qui passe à partir de la source d'alimentation, passe par la résistance R1, va passer soit par l'ampèremètre ou soit par la résistance R2. Je fais toujours le lien avec des ponts, là. Si j'ai la possibilité de passer par deux ponts différents pour traverser un, étendue d'eau, à ce moment-là, je peux prendre un des deux chemins. Donc, le courant qui va passer par l'ampèremètre ne sera nécessairement pas le même qui va passer dans la résistance R2. Celui-là, on peut tout simplement l'annuler. Dans le numéro 2, on nous demande d'indiquer le ou les circuits où le voltmètre va permettre de mesurer la différence de potentiel aux bornes de la résistance R2. Donc, encore une fois, il faut se rappeler maintenant que si on utilise un voltmètre, le voltmètre me sert à mesurer la différence de potentiel ou encore ce qu'on appelle la tension électrique. Donc, le voltmètre doit être branché aux bornes en parallèle avec le composant qu'on désire mesurer sa tension. Donc, si je fais l'analogie avec un boyau d'arrosage, on se rappelle qu'un boyau d'arrosage, à partir du moment où ce que je me trouve à avoir un pistolet à une extrémité puis le robinet à l'autre extrémité, si j'ouvre le robinet, ou plutôt si au départ, il n'y a absolument pas d'eau dans le boyau d'arrosage, ben, je vais pouvoir écraser facilement le boyau d'arrosage. Maintenant, à partir du moment où je vais ouvrir le robinet et que le pistolet ne sera pas en fonction, ben, le boyau d'arrosage va se gonfler d'eau. À ce moment-là, si j'ai les mains à l'extérieur du boyau d'arrosage, je vais me rendre compte qu'il y a une pression mécanique pression hydraulique qui se trouve à être appliquée sur le boyau.
Maintenant, c'est le même principe avec l'électricité. On parle de pression électrique, la tension électrique. Fait que cette pression-là, pour être capable de la mesurer, pour regarder la différence de potentiel, la différence de pression qui est exercée d'un côté et de l'autre de la résistance, bien, il faut absolument que je sois branché en parallèle avec le circuit. Fait que donc, si je pars avec ça maintenant, puis on vous demande la différence de potentiel au bord de la résistance R2, bien, je vois que le voltmètre est branché de part et d'autre, de chaque côté de la résistance R2. Fait que ce circuit-là est tout à fait bon pour vérifier la tension qui était au bord de la résistance R2. Maintenant, dans le numéro B, on voit que le voltmètre est branché en série avec le circuit, ce qui n'est vraiment pas la méthode pour mesurer la tension. On sait que la tension doit être prise au bord de la résistance, fait que donc il aurait dû être à cet endroit-là dans le circuit. Maintenant, dans le circuit C, si je regarde encore une fois, on a branché encore le voltmètre en série avec le circuit. Le courant se trouve à passer au travers du voltmètre. Fait que donc, c'est pas bon. Il aurait encore fallu qu'il soit en parallèle avec ce circuit-là. Dans le numéro D, bon, ici, je regarde, la résistance R2 est ici et je me trouve à avoir un embranchement de part et d'autre de la résistance, de chaque côté de la résistance. Fait que ça sous-entend que le voltmètre est en parallèle avec le résistor, donc c'est encore bon. Bon, maintenant, le numéro 3, on vous demande d'observer le graphique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit dans l'axe des Y, on se trouve à avoir la différence de potentiel. On sait que la différence de potentiel est représentée par la lettre U comme variable dans l'équation U est égal à RI. Hein? Maintenant, je sais que l'intensité du courant, ça se trouve à être I à ce moment-là. Maintenant, si je me pose la question, quelle va être la valeur de la résistance, quelle droite représente la résistance la plus élevée? Fait que donc, pour trouver la valeur de la résistance, je sais que je vais faire U divisé par I va être égal à R. Pourquoi? Parce que si U est égal à RI, ben, c'est U qui est égal à R multiplié par I. Donc, si je dois isoler le R et enlever le I, je vais faire un divisé par I. Hein? Fait que je fais diviser par I des deux côtés de l'opération. Celui-là disparaît. Ça me fait U divisé par I est égal à R. Maintenant, ben, pour faire ça, on va prendre un point où ce que les trois se retrouvent. Fait qu'ici, si je regarde une tension donnée qui est la même partout, si la tension est la même partout, et que le courant augmente bon, ce que je peux même faire ici, je vais faire U est égal à R fois I, comme ça. Et je vous dis, si la tension est constante, ça veut dire qu'elle ne change pas, et que le courant, dans ce cas-ci, le courant, l'intensité du courant augmente par là, ça veut dire que le courant le plus élevé, là, si le courant est très fort, qu'est-ce qui se passe avec la résistance? Bien, la résistance doit nécessairement être plus faible. Hein? Fait que donc, je vais vous donner un exemple. Si je dis que la tension est une tension de 10 volts, que la résistance est un ohm et que le courant est donc de 10 ampères, bien, si j'augmente le courant à 20 ampères pour une tension qui est constante, quelle va être la valeur de la résistance? Bien, il va falloir qu'elle soit 2 fois plus petite. Hein? Fait que donc, plus le courant augmente, plus le courant augmente, plus la valeur de la résistance se trouve à être réduite. Fait que donc, ça veut dire que la résistance la plus élevée va être laquelle? Bien, celle qui va avoir le plus petit courant pour la même tension donnée ou celle qui va avoir le plus grand courant pour la même tension donnée. Donc, en résumé, je vais dire que si U est constant, à ce moment-là, pour avoir la résistance la plus élevée, ça va me prendre celle qui va avoir le courant le plus faible. Et le courant le plus faible pour la même tension, ben, c'est la droite numéro A. Quatrième numéro, maintenant, on vous dit l'élément chauffant d'un grille-pain qui fonctionne sur un circuit de 120 volts. Fait que donc, U est égal à 120 volts. On sait que U représente la tension ou la différence de potentiel. Il est traversé par un courant
courant, on sait que la variable c'est I, ça va être un courant de 3,0 ampères. Fait que donc, on vous demande quelle est la résistance de cet élément chauffant. Il faut se rappeler encore une fois que la formule qui est donnée dans l'examen du ministère, c'est U est égal à RI. Et on connaît U et on connaît I. Donc, pour trouver R, il va falloir que je l'isole. R est multiplié par I. Si je divise par I des deux côtés de l'opération, le I va disparaître. Donc, U divisé par I va être égal à R. Ceci dit, ça veut dire que je me ramasse avec 120 volts divisé par 3 ampères. Et ça me donne une résistance de 40 ohms. Numéro suivant, maintenant, on vous dit que vous avez une résistance de 50 ohms. Donc, la résistance est égale à 50 ohms, qui est soumise à une différence de potentiel, soit U, de 9 volts, 9,0 volts. Donc, on vous demande quelle est la valeur de l'intensité du courant. Donc, encore une fois, j'ai U qui est égal à R fois I. Je connais la valeur de U, pardon, et je connais la valeur de R. Pour ce faire, il va falloir que j'isole I. Donc, je peux faire diviser par R des deux côtés de l'opération. Le R disparaît. U divisé par R va me donner I. Donc, ce que ça me donne, c'est que je me trouve à avoir 9 volts divisé par 50 ohms. Et ça va me donner un courant de 0,18 ampères. Pour la partie B, on vous demande que deviendrait la valeur de la résistance si on doublait la différence de potentiel. Bon, une augmentation de la différence de potentiel, ça veut dire que ça va faire une augmentation du courant. Donc, comme je peux le valider, donc si je mets 18 volts divisé par 50, à ce moment-là, ça va me donner un courant qui va être 2 fois plus grand, soit 0,36 ampères. Pour une résistance qu'on double, ça veut dire que le I va aussi doubler. Numéro 6, maintenant, on vous dit, voici les renseignements que l'on trouve sur la fiche signalétique d'un fer à repasser. Donc, on nous dit qu'on a 120 volts. C'est quoi 120 volts? Rappelez-vous que ça se trouve être la différence de potentiel ou la tension. Donc, je peux mettre U. Le 1100 watts, W représente les watts. Les watts, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la puissance. Et finalement, le 60 Hz, lui, on ne l'a pas vu encore, mais qu'est-ce que ça nous donne comme information? C'est le nombre de fois par seconde qu'on se trouve à avoir un cycle. Donc, il se trouve à avoir 60 cycles par seconde. Ça veut dire que si on regarde le secteur de l'Hydro-Québec, lui, il se trouve à monter à des tensions très élevées et descendre à des tensions aussi négatives très élevées. Donc, il fait ça 60 fois par seconde, ce qui représente un cycle, ça se trouve être de là à là, ou encore du sommet à l'autre sommet. Mais bref, ça nous dit qu'il va faire cette manœuvre-là, il va faire ce sinus-là 60 fois dans une seule seconde. Bon, donc si on revient à nos moutons maintenant, au numéro 1, on nous dit quelle est la puissance de l'appareil. On sait que la puissance, c'est P qui est représenté en watts. Donc, quelle est la puissance de l'appareil? C'est 1100 watts. Quelle est la différence de potentiel nécessaire pour alimenter cet appareil-là? Ça va être 120 volts, parce qu'on sait que la différence de potentiel, qui est aussi la tension, et qui est aussi la variable dans une équation U, ça se trouve être des volts, donc 120 volts. Quelle est l'intensité du courant qui alimente l'appareil? Bon, maintenant, si on ne l'a pas, ce n'est pas le 60 Hz, ça n'a pas rapport du tout. On sait que le courant se mesure en ampères, puis que sa variable, c'est le I dans une équation. Donc, je connais ici P est égal à U fois I. Je connais cette équation-là qui me dit que la puissance est égale à la tension multipliée par le courant. Donc, si je cherche le courant, il va falloir que j'isole le I. Et pour ce faire, il va falloir que je fasse P divisé par U va me donner I. Donc, ça veut dire que je vais utiliser 1100 watts divisé par 120 volts. Et ça va me donner une intensité de 9,17 ampères.
Numéro 7, maintenant, on vous dit qu'un four à micro-ondes de 1200 watts. Fait que donc, je connais la puissance, 1200 watts, et à consommer, fait que sa consommation d'énergie, hein, ça se trouve être 66 000 joules. J'étais à la bonne place? Oui, 66 000 joules. Puis il est traversé par un courant. Le courant est connu aussi. Non, je ne suis pas à la bonne place. Excusez-moi, là, je mélange des questions. Fait que donc, j'ai 1200 watts et 66 000 joules. Fait qu'on vous demande pendant combien de temps qu'il se trouve à avoir fonctionné. On sait que dans ce cas-là, on se trouve à parler d'énergie qui est égale à P delta T. Et ce qu'on cherche, c'est delta T. Fait que donc, encore une fois, il va falloir isoler delta T. Donc, ça va me donner E divisé par P va être égal à delta T. Maintenant, ce delta T-là, quand on me donne des joules comme énergie, on sait que le delta T va être exprimé en secondes. Fait que donc, on va y aller avec ça. Ça veut dire que ça me donne donc 66 000 joules divisé par 1200 watts. Et ça va me donner un total de 55. 55 quoi? Ben, 55 secondes. Numéro 8, maintenant, on vous dit qu'un sèche-cheveux qui fonctionne sur un circuit de 120 volts. Fait que donc, 120 volts, on sait que c'est U, ça se trouve être la différence de potentiel ou la tension. Et ensuite, qui est traversé par un courant. On sait que la variable, c'est I, un courant de 10 ampères. Donc, cet appareil va être utilisé pendant un delta T. On connaît le delta T qui est 15 minutes. Maintenant, il est exprimé en minutes. Fait que donc, c'est sûr qu'il va falloir convertir ça dans une valeur quelconque. Dans le corrigé qu'on vous a donné, on vous demande la réponse en joules. Fait que donc, si on demande la réponse en joules, la réponse, oh, pardon, on va l'enlever de là, puis on va marquer ça en joules ici. Fait que donc, si on demande la réponse en joules, il va falloir convertir nos minutes en secondes. Fait que pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut convertir notre 15 minutes en... Dans chaque minute, on a 60 secondes. Fait que donc, le total de secondes que je vais avoir, c'est 60 secondes multiplié par 15. Et ça, à ce moment-là, si je regarde, ça va me donner un total de 6300 secondes. Fait que donc, à partir de là, je suis prêt à faire le calcul. Il me manque aussi, là, on va aller voir quelle est la formule que je dois utiliser quand que je me pose la question, la quantité d'énergie. Bien, on sait que c'est E est égal à P delta T. On vient de trouver delta T, il me reste à trouver P. Pour trouver P, ben là, je regarde ça, je me trouve à avoir de la tension et du courant. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je me serve de la deuxième formule qui est P est égal à U fois I. Je connais U et je connais I. Fait que donc, je vais tout simplement faire 120 volts multiplié par 10 ampères. Et ça va me donner la puissance. La puissance, on sait qu'elle va être exprimée en watts. Hein? Fait que donc, et voilà. Fait que j'ai 1200 watts. Maintenant, pour répondre à ma question, quelle quantité d'énergie? Ben, je dois faire P multiplié par delta T. Fait que donc, je connais la puissance et je la multiplie par 6300 secondes, ce qui va me donner un total de 7 560 000 joules. Bon, fait que dans un deuxième temps, on vous demande d'exprimer cette réponse-là en kilowattheure. Fait que donc, en kilowattheure, il y a une façon simple que je peux utiliser. C'est que dans les feuilles de notes qui vous est fournies lors de l'examen du ministère, vous allez voir les ordres de grandeur et vous allez retrouver le dernier dans le bas de la page. Ça se trouve être une transformation de kilowattheure en joule. Fait que donc, on vous dit que pour combien 1 kilowattheure, 1 kWh, c'est égal à 3 600 000 joules. Fait que donc, première méthode que je peux utiliser, maintenant que je sais ça, ben, je peux dire que j'en ai 7 560 000 joules. Maintenant, si je divise par une joule, qui est pardon, une joule, 1 kWh, ça veut dire que je me ramasse avec un calcul un petit peu plus facile de dire 756 divisé par 360 et ça va me donner un résultat de 2,1 kWh. Maintenant, deuxième méthode qu'on aurait pu utiliser à ce moment-là, c'est qu'il faut retourner un petit peu à ce qu'on avait au départ. On va regarder dans nos
dans nos données. On connaissait déjà le nombre de watts. On a dit qu'on avait une puissance de 1200 watts. Fait que je vais le noter ici. J'ai une puissance égale à 1200 watts et j'ai un delta T qui se trouve être égal à 15 minutes. Maintenant, à ce moment-là, j'ai la possibilité de dire, je peux faire le calcul en kilowattheure. Fait que donc, si la puissance que j'ai, c'est 1200 watts, et que ce qu'on cherche, c'est des kilowatts, il va falloir que je transforme les watts en kilowatts. Fait que pour ce faire, il faut que je divise par 1000. Fait que donc, ça va me donner une puissance qui est égale à 1,2 kilowatts. Maintenant, la deuxième chose que j'ai besoin d'avoir l'intervalle de temps. L'intervalle de temps, actuellement, c'est 15 minutes. Fait que donc, si je veux faire le calcul, il va falloir à ce moment-là que je convertisse mon 15 minutes en heures, pardon, parce qu'on sait que c'est des kilowatts-heure. Fait que donc, ici, j'ai un delta T qui est égal à 15 minutes. Donc, il va falloir que je fasse, ça veut dire que ça va me donner 15 minutes, ça veut dire un quart d'heure. Hein? Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que 15 divisé par 60 me donne 0,25. Maintenant, oh, je viens de voir quelque chose de supplémentaire là. Ah, on vous demande dans une semaine. OK, OK, OK. Fait que donc ici, là, ça se peut, j'ai fait une erreur en haut, on va y revenir tout de suite après. Fait que donc, je me trouve à utiliser 15 minutes par jour, mais je dois le multiplier par 7 parce que c'est pendant une semaine. Fait que donc, une semaine qui représente 7 fois ça, donc un total de delta T de combien on a dit là? 1,75. Hein? Fait que donc, 1,75 jours, pardon. Mon Dieu, que j'ai de la misère matin. Jour. Pas joule, mais jour. Ah, OK. Fait que donc, si je regarde ma réponse, qu'est-ce que ça devrait être? Ça veut dire que j'ai utilisé 1,2 kW multiplié par 1,75 jours, ce qui va me donner donc un total de 2,1 kWh. OK? Bon, si je reviens en arrière maintenant, on va vérifier qu'est-ce qu'on a fait comme connerie en haut. Là. Fait que je reviens ici. OK. Fait que donc, mon nombre de secondes qui était ici, le calcul, c'était 15 minutes multiplié par 60. Fait que donc, je suis obligé de reprendre ma calculatrice et de faire 15 fois 60. Et ça me donne un total de 900. 900 secondes par jour d'utilisation. Je dois donc le multiplier par 7 parce que je me trouve à avoir 7 jours d'utilisation. Et là, ça m'amène à mon 6300 secondes. Fait que vous voyez, j'avais fait une erreur, je la corrige rapidement. La voilà. Numéro suivant, maintenant, on est rendu au numéro 9. On vous dit qu'une ampoule de 60 watts fonctionne sur un circuit de 120 volts. Encore une fois, première chose que je vais faire, je vais identifier mes variables. Fait que la puissance est égale à 60 watts. La tension est égale à 120 volts. Maintenant, qu'est-ce qui est demandé? C'est l'intensité du courant, donc I, qui est inconnue. Fait que donc, je sais que ma réponse va être en ampères. Donc, il s'agit d'utiliser la formule P est égal à U fois I en isolant I. Fait que donc, si U est multiplié par I, je dois diviser par U des deux côtés de l'opération. Ça fait P divisé par U va être égal à I. Fait que donc, ça me dit que j'ai 60 watts divisé par 120 volts. Et ça va me donner un résultat de 0,5 ampères. Dans la seconde partie, on vous demande quelle est la résistance de l'ampoule. Ben, pour calculer la résistance de l'ampoule, je dois connaître U est égal à R fois I, parce que c'est le seul endroit que je retrouve la variable de la résistance. Fait que donc, encore une fois, dans ce cas-ci, je connais
U qui se trouve être notre 120. Maintenant, j'ai découvert quel était le courant qui traversait l'ampoule, 0,5. Je dois donc isoler la valeur de R. Donc, ça va me faire U divisé par I va être égal à R. Et ça va me donner donc 120 volts divisé par 0,5 ampères, ce qui va faire en sorte que ça va me donner une résistance de 240 ohms. On sait que les ohms est représenté par le symbole oméga. Numéro suivant, ou plutôt troisième partie. Si l'ampoule demeure allumée en moyenne 2 heures par jour, quelle sera sa consommation annuelle? Hein? Là, on ne se fera pas prendre encore une fois. Ça veut dire qu'il faut considérer que c'est 365 jours. Fait que donc, combien d'heures d'utilisation? On va y aller tout de suite avec le nombre d'heures. C'est 2 heures multiplié par 365 et 2 heures multiplié par 365 jours. Et ça va nous donner donc un total de 730, hein, c'est ça, oui, 730 heures d'utilisation pour cette ampoule. Fait que donc, le 730 heures, ça représente notre delta T. Maintenant, nous savons que la formule qu'on va avoir besoin, c'est E est égal à P delta T. Fait que donc, il me manque la puissance. On va retourner en arrière dans nos numéros précédents pour trouver la puissance. Fait que donc, on sait que la puissance, on l'a retrouvée ici, c'était 60 watts. On vous dit qu'une ampoule de 60 watts fonctionne donc pendant ce temps-là. Donc, on va le noter. Ça veut dire que j'ai trouvé la puissance, c'est 60 watts. Maintenant, je sais que l'énergie va être exprimée en kilowattheure. Ça serait la meilleure expression là, dans ce cas-là, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande, kilowattheure. Fait que donc, si c'est exprimé en kilowattheure, ça tombe bien, parce qu'au départ, je me trouve à avoir les heures. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Bien, pour trouver la puissance, il faut que je sois prudent, parce qu'ici, c'est des kilowatts. Et la puissance qui m'est donnée se trouve être en watts. Fait que donc, il faut que je divise ma puissance par 1000, et ça va me donner 0,060 kilowatts. À partir de là, là, c'est juste de plugger les valeurs dans mon équation. Donc, je vais marquer que E, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,060 kilowatts multiplié par le delta T, qui se trouve être de 730 heures. Donc, le résultat de sa consommation va me donner 44 kilowattheures. Maintenant, pour la dernière partie de cet exercice-là, on vous dit que vous payez 0,07 du kilowattheure. Fait que quel est le coût annuel de l'utilisation de l'ampoule? À ce moment-là, il faut se rappeler qu'on vient de dire que sa consommation était de 44 kWh. Donc, on connaît le nombre de kilowatts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, on va faire 0,07 par kilowatt, par kilowattheure. Et ça, on va le multiplier par notre 44 kilowatts. Fait que donc 44. Fait que donc kilowatts et kilowatts, ça s'annule. Qu'est-ce qui va me rester? Uniquement le coût en dollars qui se trouve être de 0,07 multiplié par 44 et ce qui va me donner un résultat de 3,08 $. Dixième numéro, maintenant, on vous dit quelle est la variable décrite par chacun des énoncés suivants. Fait que donc, on vous dit l'énergie gagnée ou perdue par chaque unité de charge entre deux points dans le circuit. Fait que dès qu'on vous dit énergie gagnée ou perdue entre deux points, on sait qu'on parle de différence de potentiel ou bien de la tension électrique. Un des deux, là. Fait que donc, dans le deuxième cas, on vous dit le produit de la puissance d'un élément du circuit par la durée de son fonctionnement. Fait que donc, on est en train de vous dire que la puissance multipliée par delta T, c'est égal à quoi? C'est égal à l'énergie. Fait que c'est égal à l'énergie électrique. La quantité des charges électriques qui circulent dans un... Et là, il faut retenir qui circule dans un circuit par unité de temps. On parle de charge dans le tuyau. Là. Fait que donc, les charges qui circulent, on sait que ça se trouve être un... Si on dit
le courant d'eau, hein, l'eau qui circule dans un ruisseau. On parle du courant, fait que donc on est en train de parler de courant d'eau, courant, dans ce cas-ci, comme analogie, c'était le courant d'eau, mais là on parle du courant électrique, donc on parle de I, qui se trouve être l'intensité de ce courant. Numéro suivant, on vous demande, en utilisant les symboles appropriés, on va vous demander de dessiner le schéma électrique de cette représentation-là. Fait que donc, si je regarde ça ici, on est capable d'identifier comme quoi que ça, c'est la pile, que ça, c'est un interrupteur, que ça, c'est une ampoule, que ça, c'est un résistor, et ça, que c'est un second résistor, hein. Fait que donc, si je pars avec ça, ça veut dire que je dois identifier comme quoi que j'ai une pile. Fait que donc, je vais le noter ici. Alors, une pile avec un positif et un négatif. On sait que la longue barre représente le positif, la courte représente le négatif. Je dois donc partir de ce fil positif-là, m'en aller à un interrupteur. Fait que donc, voici l'interrupteur. Je continue ma trajectoire en m'en allant à une ampoule. Fait que donc, ça, c'est l'ampoule, la représentation. L'autre côté de l'ampoule, je m'en vais à un résistor. Je vais l'appeler R1 hein, pour le distinguer du deuxième. Et je vais continuer ma trajectoire en passant par un second résistor. Celui-ci est relié au négatif de la batterie, ce que je viens de faire ici. Fait que donc, ça, c'est R2. Pardon, R2. Fait que donc, par la suite, on va nous demander quel type de circuit ça se trouve à être. Fait que le type de circuit, si je regarde, le courant circule dans une boucle, donc il n'y a pas d'embranchement. C'est un circuit qui est en série. En B, c'est encore le même principe. Je me trouve à avoir des composantes. Fait que je vais partir du positif de ma pile. Je m'en vais à un interrupteur. De cet interrupteur-là, j'arrive à un résistor et je continue tout droit. Donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est un embranchement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je descende un résistor et poursuive ma trajectoire pour m'en aller à une première ampoule. Donc, encore ici, je me ramasse avec un autre embranchement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je descende une ampoule. Et je continue ma trajectoire, je m'en vais à une dernière ampoule. Voilà. Donc, et ensuite, je vais regrouper le tout à l'embranchement suivant. Je continue ma trajectoire, je m'en vais à cet embranchement-là. Et je termine la trajectoire en m'en allant au négatif. Donc, quel type de circuit? C'est un circuit qui est en parallèle. Hein? Pourquoi? Parce que je vois très bien qu'il y a deux embranchements qui se trouvent à faire en sorte que le courant peut passer par là et par là. Donc, le courant se divise dans ce cas-ci. Ça complète les exercices. Je vous souhaite une bonne correction.